mais aussi de parler euh, achievement, donc accomplissement dans la science. Et ici, vous avez quelques exemples de Dr Vivi Maketa, prof Vivi Maketa, nous avons Dr Vele Pouya, ils ont reçu des prix internationaux, mais ils sont nombreux, des jeunes là que nous recrutons, que l'Académie recrute chaque année. Et le nombre, en effet, qui augmentait chaque année, au fur et à mesure que nous avançons. Au départ, en 2019, il n'y avait que les membres fondateurs. Ils sont au nombre de 10. Nous avons le professeur Georges Kassai, nous avons docteur Florent Zenk, pharmacien Leba Polici, docteur Velokuya, prof Tania Bichoula, notre présidente, etc. On est très nombreux. Vous pouvez même consulter les sites web de la SIJ pour en savoir plus. Mais sachez, retenez qu'en 2019, il n'y avait que les fondateurs et les fondateurs ont commencé à recruter la première cohorte des membres de la SJ, membres effectifs, qui ont donc débuté leur mandat en 2020, etc., etc. Et aujourd'hui, nous avons un total de 40 membres environ, sans compter les membres fondateurs. Là, je prends 40 membres comme le fondateur et les membres effectifs. Alors, mais le plus important, c'est les retombées, le fait d'avoir, le fait de recruter, d'identifier, de mettre ensemble ces jeunes exceptionnellement talentueux, c'est que l'ASJ permet à ce que ces jeunes-là puissent avoir l'opportunité d'interagir, d'échanger, de collaborer, de développer des solutions novatrices aux problèmes de notre société, mais aussi, ce jeune-là assure l'exécution de projets, des activités, des actions de l'ASJ au quotidien. On se rassure que les activités de l'académie sont menées par les bons cerveaux, par les gens qui méritent bien, parce qu'ils sont en mesure, par exemple, de faire le lobbying auprès des membres du gouvernement, de convaincre, par exemple, les philanthropes, les fondations, etc. Et ils sont en mesure de bien administrer les services donc, de l'ASJ et c'est eux, au fait, qui servent de modèle pour les jeunes quand il faut la promotion de la science, etc., etc. Mais le plus important, c'est que ces jeunes-là sont suffisamment équipés pour pouvoir servir le jeune congolais, parce que l'académie est au service de jeunes congolais. Donc, les membres sont là pour exécuter les activités de l'académie au quotidien, mais c'est pour l'intérêt des jeunes. Et donc, quand il s'agit d'aider les jeunes, nous aidons même le plus excellent, mais aussi l'académie se focalise aussi sur ceux-là qui ont besoin d'aide, c'est-à-dire ceux-là qui se battent un peu, qui se débrouillent, mais qui ont des soucis, quoi, et ça et là. Par exemple, récemment, l'académie, l'ASJ a lancé une campagne d'assistance éditoriale gratuite où le jeune, où les membres effectifs de l'ASJ donnaient des services éditoriaux gratuits à tous les jeunes. Donc, il suffit que vous ayez votre manuscrit, vous vous battez, vous avez la difficulté de les rédiger ou bien vous avez la difficulté de vous faire, de choisir, de sélectionner un journal, une revue, eh bien, la SJ a joué un rôle très majeur pendant 3 mois. Nous avons eu, la SJ a eu à aider, à assister plusieurs jeunes chercheurs qui avaient besoin d'aide au plan de rédaction, au plan de publication. Et c'est là, en mobilisant même les réseaux internationaux des membres pour pouvoir faire intervenir les experts qu'il faut pour donner les bons feedbacks aux jeunes. Donc, nous donnons un coup de pouce même aux jeunes là qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être boostés pour leur carrière scientifique. Et c'est aussi dans ces cadres que nous faisons aussi aujourd'hui la mise en lumière des jeunes chercheurs, maintenant cette fois-là émergents. Ceux-là qui se sont démarqués, qui ont pu accomplir, réaliser leurs projets, c'est-à-dire ils ont des projets de recherche, ils arrivent à faire la recherche et puis à la fin, ils arrivent à publier. On les a sélectionnés, on a justement, comme j'avais dit, une poignée, donc un échantillon, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. On reconnaît qu'il y a beaucoup de jeunes qui méritent d'être mis en lumière comme on les fait aujourd'hui, mais malheureusement, les cadres, cette fois-ci, ne nous permettent pas. Prochainement, on pourra faire mieux. Voilà. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment la représentation de la mission, de la vision, des activités de la SJ en miniature. Mais nous avons beaucoup plus de détails sur notre site web que je vous invite de pouvoir euh, consulter, visiter et pour pouvoir vous informer davantage sur les activités de l'ASI. Maintenant, nous allons commencer avec la deuxième partie du webinaire qui consiste
à écouter nos orateurs principaux pour planter les décors justement afin de passer à la discussion. Je vais donner, comme j'avais dit au départ, quelques minutes à chaque orateur pour planter les décors, c'est-à-dire donner les high level, une description de leur découverte en quelques minutes. Et après, mais avant tout, je vais chaque fois présenter, prendre 1 ou 2 minutes pour présenter, n'est-ce pas, l'orateur. Et puis, il prendra la parole pour nous présenter son travail. Et enfin, nous allons passer à la discussion. Postez vos questions dans les chats en identifiant l'orateur à qui vous posez la question. Nous allons commencer avec Dr Emmanuel Moutonkole. Euh, donc, voici le profil. Euh, avec une solide formation en médecine à l'université de Lubumbashi, INILU, Dr Moutonkole est un médecin généraliste engagé dans des recherches spécialisées aux cliniques universitaires de l'université de Lubumbashi. Ces recherches portent sur les urgences chirurgicales avec pour objectif d'améliorer le diagnostic et la prise en charge des pathologies pédiatriques. En parallèle avec ses activités cliniques, Dr Moutonkole est auteur de plusieurs articles scientifiques et a été conférencier dans divers congrès et symposiums, ce qui témoigne son expertise et surtout son engagement dans le partage des connaissances médicales. Non, mais quel honneur, docteur Moutonkole, de vous avoir aujourd'hui parmi nous comme orateur du jour. Si vous êtes là, docteur Moutonkole, vous avez la parole. On ne vous écoute pas. Est-ce que vous êtes là, Alors, docteur Moutonkole? moi, voilà, j'espère que vous m'entendez. Oui, oui. Voilà. Je disais bonsoir à tous. Voilà, moi, je vais vous présenter ce soir une observation que j'ai faite sur les managements, donc la prise en charge de hernie inguinale chez l'adulte en Mlongo. Donc, c'était une approche par anesthésie locale. Passe. Voilà. Par définition, on va suivre, je m'excuse, ces plans. Donc, une introduction, matériel, méthode, résultats, discussion et conclusion. Passe. Par l'introduction, une hernie inguinale, par définition, c'est un passage euh, au travers le fascia transversalis, donc au travers une couche qu'on appelle fascia transversalis, d'un diverticule péritonéal, donc des viscères péritonéales, et qui peut former un sac hernière. Ces sacs peuvent avoir des contenants ou non des viscères. Voilà, les hernies inguinales font partie des motifs les plus fréquents qu'on a souvent en chirurgie. Et son incidence est de 4,6% de la population mondiale. Voilà, et les hernies inguinales donc, sont aussi fréquentes dans la zone rurale et semi-rurale et plus souvent chez les sujets masculins. Alors, on s'était fixé comme objectif de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques des hernies inguinoscrotales de l'adulte dans les territoires des Moulongo. Passe. Alors, notre approche, notre observation était une étude descriptive transversale, prospective bien sûr, pendant une campagne d'opération gratuite à Moulongo que les départements des chirurgies cliniques universitaires organisent pour les résidents en chirurgie. Souvent, c'est vers la dernière année qu'on envoie les médecins là-bas dans cette campagne allant du 1er juin au 31 décembre 2021. Donc, on avait au moins 531 patients qui étaient venus consulter en chirurgie, dont 125 cas de hernie inguinale. Ces hernies étaient compliquées ou non. Passe. Passe. Voilà. Donc,
L'hôpital général de référence de Mulongo se trouve dans la zone de santé de Mulongo, dans la province de Olomami, à au moins 600 kilomètres de Lubumbashi. Alors, elle a au moins 24 centres de santé, mais il n'y a qu'un seul hôpital général de référence, donc un seul HGR Pass. Voilà, ça c'est la cartographie de la province de Olomami. Pass. Alors, à chaque fois que le patient arrivait chez nous pour la consultation, on demandait toujours un bilan préopératoire qui comprenait donc pour tous les malades un groupe sanguin, rhésus, les temps de saignement, les temps de coagulation, l'hémoglobine, afin de ne pas avoir des complications en per ou en post-opératoire. Alors, par rapport à l'intervention, bon, on utilisait divers, bon, on utilisait souvent deux techniques. La technique, il y a une technique qu'on appelle des Schuldis et Bassini. Bon, ça ne fait pas objet de notre observation. Alors, les interventions s'est déroulées dans la salle opératoire, donc au bloc, sous anesthésie locale. Alors, on utilisait comme anesthésie locale, on faisait une solution, c'est ça même qui a fait objet de notre recherche. On prenait 1 litre de sérum physiologique plus 4 flacons de 10 millilitres de lidocaïne 2%, plus 2 ampoules d'adrénaline 1 mg. Et cette solution était baptisée sous le nom de Safilic. Voilà, c'était ça, c'était ça, c'était ça la solution qui avec lequel on utilisait pour l'anesthésie locale. Passe. Alors, les chirurgiens expliquaient aux malades les avantages de l'anesthésie locale parce que beaucoup de malades, beaucoup de patients avaient peur, vu que c'était dans un milieu rural, donc beaucoup de patients avaient peur de l'anesthésie générale par peur que ça tuait plus si un patient, on endormissait, quand on endormissait un patient, il pouvait peut-être mourir directement et tout. Voilà, c'est pourquoi on était obligé d'expliquer les avantages de l'anesthésie locale. Donc, ça réduisait les nombres de décès et ça diminue souvent la douleur post-opératoire qui peut être retardée et raccourcie. Et ça diminue aussi la durée du séjour parce qu'on ne peut pas attendre la levée de bloc ou soit la levée du patient, le réveil plutôt. Et le seul inconvénient qu'on avait de l'anesthésie locale, c'était l'appréhension que la malade ou soit le patient, je m'excuse, le patient pouvait en avoir. Et puis, on a filtré notre Safilic, notre solution de l'anesthésie locale passe. Alors, on avait étudié comme variable donc l'âge du patient, le sexe, la profession, la clinique et les types d'anesthésie. Voilà, on a fait qu'un seul type d'anesthésie, c'était l'anesthésie locale. Passe. Alors, on avait encodé nos données dans Microsoft Excel et on a analysé ça dans SPSS version 25 et on a fait la mise en forme et tout par les logiciels WIT. On n'avait qu'un seul chirurgien général, 3 assistants en chirurgie des dernières années, comme je vous ai dit au début, 3 médecins généralistes locaux, donc qu'on avait trouvé là-bas, et 2 infirmiers locaux comme anesthésistes. Donc, on n'avait pas d'anesthésistes là-bas. Ce sont les infirmiers qui nous aidaient, qui étaient transformés en anesthésistes. Alors, on avait comme nombre de patients 531 patients enregistrés. Je vous ai parlé de ça. Alors, par rapport aux résultats, on avait au moins 79% de sexe masculin qui était le plus représenté. Quand on regarde les résultats des Robert en 2022, il a aussi trouvé au moins un pourcentage masculin plus élevé comme dans notre cas, mais nous, on avait le sexe ratio de 3,8 en faveur du sexe masculin. Lui aussi, il avait trouvé un sexe ratio un peu plus élevé. Mais Campanelli, en 2006, lui, il a trouvé au moins un taux très élevé, il a aussi trouvé plutôt un taux très élevé des hernies inguinales. Voilà.
Alors, cela pouvait s'expliquer, et ça s'explique bien sûr dans la littérature, par la configuration anatomique. Donc, chez les hommes, on a ce qu'on appelle le canal inguinal chez les hommes. Et donc, ces hernies inguinales sont fréquents chez les hommes. Cela s'explique par voilà, l'anatomie. Alors, par rapport à l'âge, 70% des patients avaient plus de 41 ans et plus, la moyenne d'âge était de 41,5 ans, avec des extrêmes entre 18 et 70. Et Robert avait trouvé presque la même chose avec nous. Et Diallo, en 2022, lui, il a trouvé la tranche d'âge de 56 ans et plus a été la plus représentée, soit 36,6%. Et la moyenne d'âge que Diallo avait trouvée était de 51,91 euh, comme âge. Passe. Alors, par rapport à la pathologie, je vous ai déjà dit qu'on avait au moins 125 cas de hernie inguinale par rapport à d'autres pathologies, soit 33,24%. Passe. Alors, nous, on a trouvé au moins 33,34% des cas d'hernie inguinale, mais Manix aussi, lui, il a fait cette étude peut-être après nous. Il avait trouvé au moins 41,86% des cas des hernies inguinoscrotales, toujours là-bas à Moulongo. Mais Boyedi, en 2016, au Togo, lui, il avait trouvé toujours dans un même contexte d'études, il avait trouvé au moins 82% de cas d'hernie inguinoscrotale. Passe. Alors, les types d'hernie, chez 88 patients, la hernie était inguinale, soit 70,4% des cas. Et chez 33 patients, elle était inguinoscrotale, soit 25,6%. Et dans 5 cas seulement, elle était bilatérale, donc dans les deux côtés. Mais Konaté et Traoré, eux, ils avaient trouvé au moins euh, un bas des hernies bilatérales dans leur série avec respectivement 5,7% et 6,7%, tandis que Job, lui, il avait noté un taux presque semblable au nôtre. Passe. Alors, je vous ai dit que on a plus utilisé l'anesthésie locale, c'est ce qui a fait l'objet de notre observation. Alors, 8% seulement étaient de l'anesthésie générale. Donc, ça signifie qu'au cours de l'intervention, quand on opérait, on avait noté aucun incident donc toxique ou allergique, ni des réactions neurogéniques. Voilà, mais on a eu au moins recours à une anesthésie générale. Donc, quelqu'un, on lui donne l'anesthésie locale, ça ne passe pas, ou soit ça passe, et puis après, au cours de l'intervention, on sent que le patient a toujours des douleurs. Là, on pouvait aller directement par voie générale. Alors, en conclusion, la prise en charge des hernies inguinales chez l'adulte à Moulongo est souvent réalisée sous l'anesthésie locale en raison de la prévalence élevée de cette pathologie dans les contextes professionnels des patients. Ainsi, elle demeure une problématique importante justifiant celle de l'anesthésie locale. Cela fait une preuve de son efficacité, n'est-ce pas, et de son innocuité ainsi que son économie pour, pour le patient, pour les patients donc, qui souffrent des hernies inguinales. Et alors, l'infiltration des nerfs au niveau abdominal, donc les nerfs inguinal, génitaux abdominal, nous aider un peu plus dans nos interventions. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Moutonkole. Euh, Très brillant. Deuxième, voilà. En deuxième position, nous avons Madame Lamine Monabizizi. Voici son profil. Madame Mona est engagée dans la recherche post-universitaire en nanotechnologie, en sandwich entre l'Université de Kinshasa et l'Université Rhodes en Afrique du Sud. Elle dirige l'unité de recherche en ingénierie biologique, chimique et matérielle au sein du Centre de recherche en nanotechnologie appliquée aux produits naturels, CRENAPEN.
Elle occupe également le poste d'assistante à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'UNIKIN et elle est lauréate d'une bourse doctorale dans le cadre du programme African Research Initiative for Scientific Excellence de l'Académie africaine de sciences. Madame Mona, dans le cadre de ses recherches post-universitaires, elle se focalise sur le développement des matériaux thérapeutiques innovants à base des produits biologiques grâce aux avancées des nanotechnologies. Quel profil remarquable et prometteur. Madame Mona, vous avez la parole. Merci pour la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les résultats d'une de mes recherches où je vais parler de l'importance de la dérivatisation et de la complexation dans la nano-ingénierie. Et particulièrement ici, on s'est focalisé pour le cas de la tuberculose. Diapo, s'il vous plaît. Alors, la tuberculose actuellement est connue comme la maladie infectieuse la plus mortelle au monde. Et l'OMS affirme que 90% de la population mondiale a déjà été en contact avec l'agent pathogène et reste asymptomatique. Juste environ 10% de la population mondiale fait la tuberculose symptomatique. Donc, on voit déjà quand même l'ampleur de cette maladie. Diapo. Et la tuberculose, diapo s'il vous plaît. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie nommée le Mycobacterium tuberculosis. C'est une bactérie intracellulaire et la contamination s'est faite de façon interhumaine à travers les gouttelettes de salive ou la respiration exposée dans l'air. Et une fois que la personne est en contact avec l'agent pathogène migre jusqu'au niveau pulmonaire où il est logé au niveau de macrophages alvéolaires, donc vraiment au niveau du poumon, au fond du poumon. Et les macrophages, qui sont les cellules immunitaires, qui sont censées défendre l'organisme, mais particulièrement avec ces germes, les germes arrivent à échapper au mécanisme au mécanisme de la phagocytose, donc le mécanisme que l'organisme prend pour éliminer en fait le germe ou les agents pathogènes. Comme montré dans cette image, dont la bactérie arrive à échapper et il reste logé au niveau du cytosol de macrophage. Et à ce niveau-là, il arrive à accroître et à entraîner la maladie symptomatique selon le cas. Diapo, s'il vous plaît. Alors, actuellement, la médecine moderne a déjà un traitement contre la tuberculose et ces traitements utilisent je dirais, beaucoup d'anti-infectieux, généralement une trithérapie ou parfois même une quadrithérapie, dont on arrive à utiliser 3 molécules ou 4 molécules thérapeutiques ensemble pendant un long moment. Alors, cette thérapie expose, entre autres, des effets indésirables, étant donné qu'on a une distribution généralisée. Ce sont des produits pris par voie orale. Et une fois le produit dans l'organisme, dans la circulation sanguine, le produit est distribué dans tout l'organisme. Donc, ce qui veut dire que le produit va se fixer même là où on n'en a pas besoin. Et la quantité du médicament qui arrive là où se trouvent les germes, au niveau du poumon, est faible comparée à la quantité administrée à l'avance. Donc, le médicament réparti à travers l'organisme, ça expose le malade à des effets indésirables. Et face à ces effets indésirables, et également un traitement de longue durée qui va en moyenne jusqu'à 6 mois de traitement. Beaucoup de malades ne s'y portent pas, beaucoup n'arrivent pas au fait à respecter la durée du traitement et cela expose à des échecs thérapeutiques et à des développements de résistance. Alors, face à cette situation, nous avons réfléchi pour un nouveau système de délivrance qui serait beaucoup plus efficace, visant plus la libération du médicament spécifiquement là où se cache l'agent pathogène au niveau du poumon. Et c'est dans ce sens-là que nous avons fait appel à la nanotechnologie, notamment avec les nanoparticules, comme c'est dit, qui seront des particules de très petite taille, des tailles de nanomètres. Et il existe différents types de nanoparticules, mais pour notre étude, nous avons fait face à l'isoniazide, au liposome pour une libération beaucoup plus ciblée. Diapo, s'il vous plaît. Alors, la molécule de choix pour cette étude, nous avons choisi l'isoniazide
Pourquoi l'isoniazide? Premièrement, d'abord parce que c'est une molécule de première ligne dans la prise en charge de la tuberculose. Et cette molécule présente des caractéristiques qui lui donnent des avantages comparés à d'autres molécules de première ligne, entre autres la rifampicine. Et l'isoniazide a une demi-vie assez courte et c'est une petite molécule avec une solubilité très élevée. On a 125 mg par millilitre et a une libération aussi rapide comparée à d'autres molécules de première ligne. C'est ce qui fait de cette molécule une molécule de choix pour notre étude. Diapo. Alors, nous avons eu à utiliser cette molécule pour préparer les nanoparticules, notamment les liposomes, où nous avons eu à mettre notre molécule avec des phospholipides pour encapsuler. Encapsuler, c'est-à-dire introduire, si je dois utiliser des termes un peu plus simples, introduire la molécule thérapeutique à l'intérieur des liposomes, comme vous voyez dans les images en rouge qui représentent la molécule thérapeutique. On a eu à faire cette étude, ces manipulations. Et à l'aide des tests qu'on a eu à mener, ça confirmait bel et bien qu'on a eu à préparer les liposomes et on a eu bel et bien à encapsuler, donc à introduire les molécules des rifampicines dans notre formulation. Mais cette formulation présentait une limitation. Bien sûr, on a eu à formuler, on a eu à encapsuler, mais il y avait un problème de sointage. Donc, aussi longtemps que la molécule thérapeutique sointait, on n'arrivait pas à contrôler la libération. Je rappelle qu'ici, on est en train de viser une libération bien ciblée au niveau pulmonaire. Alors, tant qu'on n'arrive pas à contrôler cette libération, déjà cette formulation tombée. Alors, pour résoudre ces problèmes, on a pensé encore au processus de la phagocytose, comme je l'ai montré précédemment. Durant ces processus, il y a des variations du pH. Donc, on part de pH 7.4, qui est le pH sanguin, et on arrive jusqu'à pH 4.5. C'est ainsi, on a pensé alors à dérivatiser notre molécule, c'est-à-dire à former une liaison qui est pH dépendante et une liaison hydrazone. Avec cette liaison, une fois la molécule libérée, cette liaison ne va se rompre qu'à un pH très acide pour libérer la molécule thérapeutique. De cette façon, on arrivait quand même à résoudre le problème de sointage parce qu'une fois que la molécule pouvait sointer, mais au moins, on n'aurait pas au niveau de la circulation la molécule thérapeutique. Donc, on va en quelque sorte d'un prodrogue, si je dois dire ainsi. Diapo, s'il vous plaît. Et c'est ainsi qu'on a eu à formuler pour cette fois-ci, dans cette étude, on a eu à utiliser la molécule dérivatisée, donc la molécule qu'on a eu à obtenir, à coupler avec l'autre molécule. Et malheureusement, on a eu également à connaître une autre limitation lors de cette étude. Donc, la molécule qu'on a eu à obtenir n'arrivait qu'à se positionner au niveau de la membrane. Or, le liposome a deux parties. Il y a une membrane et puis il y a une partie centrale qui arrive à encapsuler les molécules qui sont un peu plus hydrophiles. Donc, notre molécule était plus hydrophobe, donc ça s'est limité au niveau de la membrane. Ce qui fait qu'on arrivait à prendre en charge que des très faibles quantités des principes actifs. Donc, c'était encore une autre limitation. Alors, on devait également résoudre ces problèmes parce qu'on devait vraiment charger notre véhicule, les liposomes qui jouent le rôle de véhicule, on devait vraiment les charger en principe actif pour aider les patients à réduire surtout leur durée du traitement avec une libération bien ciblée, avec une bonne quantité du principe actif au niveau du site infectieux. Et c'est à partir de cela que nous avons eu, diapo s'il vous plaît, à penser à l'idée de la complexation. La complexation, pourquoi? Parce que déjà, étant donné que notre molécule s'est limitée plus au niveau de la membrane, c'est-à-dire que notre molécule était plus hydrophobe, donc on a pensé à complexer, à utiliser la cyclodextrine, qui est un agent complexant, pour pouvoir jouer sur, je dirais, la solubilité de notre molécule, donc améliorer cette solubilité. Et par rapport à cette étude, vous pouvez voir clairement que le liposome final produit, on arrivait quand même à encapsuler nos principes actifs, donc il y avait nos principes actifs qui se trouvaient tant au niveau de la membrane qu'au niveau de la cavité interne, grâce à cette complexation. Donc on a arrivé quand même à améliorer les taux d'encapsulation de notre molécule. Diapo, s'il vous plaît. Et comme on a eu à améliorer les taux d'encapsulation de notre molécule, on devait alors étudier le profil de libération. Donc, déjà, la première image, on peut voir le taux d'encapsulation. On a eu à mieux encapsuler notre molécule. Et on devait maintenant étudier le profil de libération parce que je rappelle que notre cible était d'arriver à libérer notre molécule à un pH très acide, notamment le pH 4.5.
et on a utilisé différents tampons, les tampons phosphate et les tampons acétate. Et par rapport à cette image, on peut voir clairement qu'on avait une bonne libération, une meilleure libération à pH 4,4. Alors qu'à pH, le pH sanguin 7,4, la molécule s'est libérée à des faibles quantités, donc c'était vraiment minimisable. Mais à pH 4,4, on avait une très bonne libération, donc on arrivait quand même à résoudre ces problèmes et à atteindre notre objectif. Donc c'est un peu notre réalisation diapositive. Et en conclusion, je dirais que la complexation avec la cyclodextrine présente vraiment une stratégie vraiment précieuse pour faciliter au fait l'encapsulation des molécules peu solubles à un stade un peu plus précoce du développement pharmaceutique. Et ces résultats nous ont donné vraiment nous ont présenté au fait une nanoformulation très prometteuse pour améliorer la prise en charge de la tuberculose. C'est un peu le résultat que j'ai pensé vous présenter aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lamine Mona. C'est très impressionnant. Félicitations pour cet accomplissement. Nous passons au troisième orateur. Il s'agit de Dr. Steve Kitoga. Donc, voici les profils. Dr. Steve Kitoga est actuellement chercheur postdoctoral en géochimie isotopique au laboratoire Magma et Volcan de l'Université Clermont-Auvergne en France. Et il s'est spécialisé dans l'analyse des isotopes radiogéniques pour mieux comprendre les environnements anciens où la vie est apparue. Dr. Kitoga est détenteur d'un doctorat en géochimie de la même université et un master en géologie de l'Université de Johannesburg et une licence en géologie minière de l'Université officielle de Bukavu. Il combine ses études sur terrain avec les analyses en laboratoire, notamment en travaillant sur les anciennes roches d'Afrique. Distingué comme meilleur finaliste en master et en licence, Dr. Kitoga est lauréat de la bourse BEBIC, bourse d'excellence Brinkman aux universités congolaises, et il est passionné par la recherche fondamentale et par des collaborations internationales visant à explorer l'histoire géologique de notre planète. Dr. Kitoga, félicitations pour ce parcours inspirant et très brillant. Et donc, nous vous donnons la parole. Alors, merci beaucoup, professeur Kanga, pour cette présentation. Nous venons d'entendre beaucoup parler de la médecine et des médicaments, et moi, je vais faire une pause. On va discuter un peu de l'histoire de la Terre, parce que moi, je suis géologue. Ma présentation s'intitule « Rediscuter la température des premiers océans grâce à la composition isotopique des plus vieilles roches d'Afrique ». Alors, je vais présenter la question et sa pertinence, l'état de l'art, le problème, très brièvement mes résultats et leurs implications, et enfin quelques messages clés. Commençons par la question. Mais avant de parler de la question, je vous présente juste la ligne des temps géologiques pour vous donner l'échelle des temps. À droite, vous voyez un petit bout d'homme à côté des zéros. Là, on est aujourd'hui à 0 million d'années. Il y a quelques centaines de millions d'années, on avait plutôt des dinosaures sur Terre, il n'y avait pas d'hommes. Et moi, je travaille encore plus longtemps à gauche, à une période qu'on appelle l'Archéen, c'est il y a à peu près 3500 millions d'années. Alors, pourquoi je travaille sur cette période? On passe, diapo. C'est parce que quand on regarde les roches de cette période au microscope, en fait, on retrouve ces petites taches noires qui sont finalement des molécules et qui représentent les toutes premières formes de vie microscopiques qui existaient sur Terre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a de la vie qui est sur Terre et étudier l'environnement où cette petite forme de vie est apparue nous aiderait à comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre. Diapo. Et alors, des chercheurs ont étudié ces sédiments. Là, il y a une photo de ces sédiments, on retrouve ces micro-organismes, une photo plutôt plus à l'échelle où nous pouvons la voir à l'œil nu. Et ces sédiments s'est formé en fait par précipitation de la matière à partir des océans anciens. Et certains chercheurs ont étudié ces sédiments et proposé qu'en fait, les océans étaient très chauds à ce moment-là, que les océans étaient à plus de 70 degrés Celsius
Et nous nous sommes posé la question, mais comment on parvient à déterminer ça en étudiant des roches? Et, diapo. Et je vous parle de l'état de l'art. Nous avons trouvé qu'en fait, les gens mesurent des isotopes de l'oxygène que nous connaissons. Ils mesurent sa composition isotopique dans les sédiments et sur base de cela, ils calculent la température de l'eau où ces sédiments se sont formés. Diapo. Alors, le principe est très simple. Vous n'avez pas à le comprendre, mais notez juste que l'oxygène a 3 isotopes avec une masse 16, 17 et 18. Et ces isotopes sont toujours ensemble. Et selon leur abondance isotopique, en fait, ils expriment différents milieux. Et nous, ce que nous faisons, c'est mesurer ces abondances isotopiques de l'oxygène dans différents matériaux, par exemple dans l'air, dans l'eau ou dans les roches. Et ce que vous voyez là, ce sont des valeurs des paramètres qu'on calcule sur base des données qu'on mesure. Il y a le delta 17 qui mesure l'abondance de l'oxygène 17 par rapport aux autres et le delta 18 qui mesure l'abondance de l'oxygène 18 par rapport aux autres. Ce qui est très important ici, c'est de noter qu'en fait, euh, ces paramètres se calculent sur base de la composition isotopique de l'eau de mer et donc les océans actuels sont autour des zéros, que ce soit en delta 17 qu'en delta 18. Et encore de façon très importante, tous les sédiments qui précipitent des océans ont été montrés expérimentalement qu'ils doivent se situer sur une courbe que je montre ici en noir. Et selon la température où ils ont précipité de l'océan, ils seront soit plus proches, soit plus éloignés de la composition de l'océan. Et je montre là quelques compositions des sédiments précipités de l'océan actuel en vert. Et vous voyez qu'ils sont plutôt très éloignés de la composition de l'océan parce que parce que les océans sont autour des 10 degrés. Et donc, pour le passé maintenant, nous voulons connaître la température des océans, mais nous n'avons plus les océans. Ce que nous avons, ce sont des roches qui ont précipité des océans. Et donc, les gens et nous-mêmes, nous avons l'habitude de mesurer la composition isotopique de ces roches. On passe. Ah. Voilà le même diagramme où il y a les roches d'Afrique du Sud, ces roches vieilles que moi j'étudie. Et vous voyez qu'ils sont très différents, que ces roches sont très différentes des roches actuelles, des roches similaires actuelles. Et elles, en fait, elles flottent dans la partie diagramme qui suggère que finalement les océans étaient peut-être très, très chauds. Et c'est ce que nos prédécesseurs ont fait. Et ils ont proposé que dans tous les cas, les océans devaient être plus chauds que 70 degrés quand la vie est apparue sur Terre. Mais, et c'est de là que part ma question, diapo. Nous avons regardé les données. Parmi ces analyses, il y a nos analyses et les analyses des autres. Et nous trouvons que finalement, il y a une large gamme de variations. Il n'y a pas un point, une température, mais il y a une gamme de températures. Entre 200 et 90 degrés. Ce n'est pas possible d'avoir des océans aussi variés. Et l'eau ne peut pas être à 200 degrés à moins qu'elle soit chargée en autre chose. Donc, nous voulions comprendre qu'est-ce qui explique ceci et est-ce que ces températures représentent vraiment les températures des océans. Et pour cela, nous avions une hypothèse. Notre hypothèse, c'est que finalement, même si vous alliez au fond des océans actuels, vous trouverez qu'il n'y a pas seulement l'eau de mer, il y a aussi des fluides ou des eaux, des fluides très chaudes qui sont éjectés par la Terre à des températures très, très élevées et qui contribuent aussi à la précipitation des sédiments. Là, à droite, vous voyez en gris, ce sont les sédiments qui ont été analysés auparavant et que les gens ont utilisés pour dire qu'ils représentent des sédiments purement précipités de l'eau de mer. Mais nous, pour vérifier notre hypothèse selon laquelle peut-être ces fluides très chauds auraient aussi contribué à ces sédiments, nous avons analysé d'autres types de roches, qui sont des roches qui n'ont jamais vu l'eau de mer et qui ont été essentiellement altérées par ces fluides chauds, donc qui préservent la composition de ces fluides. On passe. Et selon notre hypothèse, nous pensons que l'interaction avec ces fluides très chaudes des sédiments précipités au fond des océans aurait modifié leur composition suivant le vecteur en jaune, donc les aurait amenés plus vers la composition de l'eau de mer et fausserait les températures qu'on calcule pour l'eau de mer archéenne où la vie est apparue. On passe. Voilà encore juste les types de roches pour vous montrer que nous étudions finalement seulement des roches et nous les mesurons pour les compositions isotopiques. Celles qui étaient étudiées auparavant et celles que nous avons ajoutées pour comprendre.
OK, donc vous voyez que nous avons ajouté les roches qui sont en bas pour comprendre finalement ce que nous mesurons dans les roches qui sont en haut. On passe. Les résultats principaux que je voulais vous présenter finalement, vous êtes maintenant habitué à ces diagrammes. Vous aviez déjà vu les roches en gris et noir, et ce que nous avons ajouté sont les roches en orange. Ces roches n'ont jamais vu l'eau de mer directement, mais ils flottent à la fin, c'est-à-dire au bout de la tendance des sédiments. Comment on peut interpréter cela? Ça prouve notre hypothèse que finalement ces sédiments ont interagi avec des fluides différents de l'eau de mer. Et sur ces diagrammes, vous voyez, nous avons proposé que pour retrouver la température des sédiments, il faut reconstruire la composition des sédiments avant qu'elle ne soit modifiée. Et nous avons tourné des modèles. Nos modèles suggèrent que finalement, les compositions que nous avons aujourd'hui ne peuvent être correctes que si l'eau de mer était plus froide que 50 degrés et très probablement même aussi chaude que l'eau que nous voyons aujourd'hui. Donc, dans mon étude, j'ai étudié différents types de roches pour rediscuter un peu les températures de l'eau de mer où la vie est apparue et dire que finalement, elle n'était pas aussi chaude qu'on le croyait. On passe. Si vous voulez en savoir un peu plus, diapo, vous pouvez relire notre papier. Toutes ces données font partie de cet article. On passe. Mais les messages importants que je voudrais vous présenter, c'est que finalement, oui, la vie est apparue dans l'eau de mer, mais cette eau de mer n'était pas forcément très chaude. C'est ce que nous nous montrons. Et ça, c'est parce que nous avons démontré qu'il y avait d'autres processus qui pouvaient modifier les sédiments qui aidaient à reconstruire la température de l'eau de mer après leur dépôt au plancher océanique. Alors, une question à laquelle je m'attendais, c'est à quoi servent nos recherches? Nos recherches sont très importantes parce qu'on étudie l'environnement du passé. On n'a plus accès à cet environnement, mais nous étudions des roches pour la reconstruire. Ça, c'est très important pour comprendre les présents. Aujourd'hui, nous avons des changements climatiques, environnementaux, des réchauffements, et nous pensons que tout vient de nous humains. Mais en étudiant le passé, peut-être nous comprendrons que l'environnement était peut-être plus dramatique, même quand nous n'étions pas là. Et nous saurons finalement mieux comprendre ce qui nous arrive si nous comprendrons, si nous comprenons toute l'histoire de la Terre. Et c'est aussi important pour prédire l'avenir, pour préparer l'avenir, pour nous préparer à ce qui va arriver. Si nous comprenons comment la Terre évolue, si par exemple elle est en train de refroidir, nous serons sûrs que dans 10 millions d'années, l'homme ne pourra plus habiter sur Terre, ou s'il pourra encore habiter sur Terre. Merci beaucoup pour votre attention. Excellent. Merci beaucoup, docteur Steve Kitoga, pour cette brillante présentation. Nous allons passer à l'orateur suivant, mais pour l'intérêt du temps, nous proposons à ce que ceux-là qui ont déjà parlé et qui ont des questions dans les chats, qu'ils puissent déjà commencer à répondre et que les orateurs commencent à répondre aux questions qui sont déjà posées dans les chats. Comme ça, on gagne le temps et que à la fin, pendant la séance des questions-réponses, on pourra s'attaquer directement aux questions que les gens vont poser live. Nous allons donc passer à l'orateur suivant. Il s'agit de M. Trésor Baibila, dont voici les profils. Trésor Baibila est doctorant en toxicologie de l'environnement à l'Université de Liège, Belgique. Et il est en même temps chef des travaux, CT, à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'UNIKIN. Et là, sa recherche porte sur l'évaluation de l'exposition de la population de Kinshasa aux perturbateurs endocriniens et leur lien avec les maladies chroniques non transmissibles dans le but de fournir aux autorités des données fiables pour améliorer la santé publique et protéger l'écosystème. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques dans des revues renommées. Et Et ses travaux incluent la validation des méthodes analytiques et des études épidémiologiques sur l'exposition aux polluants. Il a jusque-là bénéficié des bourses de mobilité doctorale et d'un stage international au contrôle de qualité
de médicaments financé par l'agence appelée ARES de Belgique, ce qui renforce au fait son expertise en recherche bioanalytique et toxicologique. Très impressionnant. Monsieur le CT Trésor Baibile, vous avez la parole. Voilà, merci professeur Christian Kanga pour la présentation. Meilleurs vœux et mes salutations à vous tous de partout où vous êtes. Merci. Voilà, donc avant de commencer ma présentation, je vais d'abord demander de mes remerciements pour l'intérêt porté à ma présentation, mais également les féliciter pour avoir mis sur pied cette plateforme qui constitue en fait une vitrine pour l'ensemble des recherches réalisées à l'international. Car en science, nous disons, un savoir non partagé, c'est un savoir qui est stérile, en fait. Voilà, donc en cette soirée, j'ai la joie de partager avec vous quelques éléments de mes recherches doctorales qui s'articulent sur la thématique du jour, qui est l'exposition aux polluants environnementaux à effet politique. S'il vous plaît, les diapos avant. Voilà, donc, l'exposition aux polluants. Il y a un problème de connexion. Il y a moyen de désactiver votre caméra, s'il vous plaît. Environnementaux à effet perturbateur. Nous allons d'abord parler. Oui, diapositive. Est-ce qu'il y a moyen de désactiver votre caméra pour permettre pour rendre la connexion un peu plus fluide? Voilà, merci. OK. Donc, je disais que nous allons d'abord parler d'un bref aperçu sur la perturbation endocrinienne, des dangers liés à ces molécules, des aspects bioanalytiques dans l'évaluation de biomonitoring réalisé en RDC, et nous allons chuter par des conseils pratiques ainsi que les défis pour la République démocratique du Congo. Oui, diapo. Alors, si chacun de nous est en bonne santé, cela est dû au fait qu'il y a une très bonne coordination entre, d'une part, le système nerveux central, qui est notre cerveau, et d'autre part, le système hormonal, qui est constitué par l'ensemble des organes sécréteurs que nous appelons des glandes, ainsi que des substances sécrétées qu'on appelle des hormones. Les hormones jouent le rôle des messagers chimiques qui permettent d'assurer la communication entre différents organes du corps humain. Ainsi, dans les maladies, dans les causes des maladies hormonales, nous pouvons assister à un problème de déficit de sécrétion qui peut être total ou partiel. Nous pouvons également assister à un problème de transport hormonal puisque l'hormone, une fois synthétisée par la glande, elle est déposée au niveau du sang où il est transporté par des transporteurs jusqu'au niveau de l'organe cible. Et là, au niveau de l'organe cible, nous pouvons aussi assister à un problème lié au récepteur hormonal. Ces récepteurs qui peuvent présenter un problème d'insensibilité à l'hormone naturelle, ou bien ça peut aussi provoquer, donc on peut avoir aussi des problèmes liés à la diminution du nombre de récepteurs, ou bien il y a aussi des problèmes liés au fait que certaines molécules étrangères, donc des produits chimiques, peuvent se fixer sur les récepteurs hormonaux, empêchant ainsi la fixation de l'hormone naturelle. Oui, diapo? Oui, diapo, s'il vous plaît. Alors, Madame Théodora Colborne, que vous voyez, s'il vous plaît. Madame Théo, le diapo précédent. Diapo précédent. Oh là là. Oui, Madame Théodora Colborne, qui est une pharmacienne américaine, par ses travaux de recherche sur la toxicologie des systèmes aquatiques, elle a réussi à mettre en évidence la ressemblance des structures pouvant exister entre, d'une part, les produits chimiques qui sont fabriqués par les industries, ainsi que les hormones. Et de ce fait, ces produits chimiques peuvent agir sur les récepteurs hormonaux, tout en produisant soit l'effet hormonal escompté ou un effet inverse. Et d'où est né le concept des perturbateurs endocriniens qui fut validé par l'OMS en 2002 et défini comme étant toute substance exogène ou un mélange de substances capable d'altérer
le fonctionnement d'un système hormonal, produisant ainsi un problème de santé chez un organisme sain, dans sa progéniture ou chez les sous-populations. Et à ce jour, il y a plus de 800 molécules qui sont identifiées comme étant des perturbateurs endocriniens, parmi lesquels nous pouvons citer le célèbre DDT que nous connaissons, qui a été relargué dans l'environnement pour lutter contre les agents vecteurs de maladies, notamment les moustiques, et aussi pour augmenter les rendements agricoles. Nous avons aussi le phtalate et les bisphénols qu'on peut retrouver dans les matières plastiques. Diapo. Alors, comme danger, les perturbateurs endocriniens peuvent affecter 4 axes physiologiques. Nous avons l'axe sexuel, l'axe métabolique, l'axe immunitaire et l'axe neurologique. Et donc, comme nous connaissons, les systèmes endocriniens sont interconnectés. Donc, un produit perturbateur endocrinien peut aussi affecter les 4 axes physiologiques mentionnés. Aussi, il est important de savoir que certaines périodes de la vie sont affectées d'une grande vulnérabilité aux perturbateurs endocriniens. Par exemple, il y a la vie intra-utérine, puisque cette période est caractérisée par une maturation des organes et aussi un développement des organes qui est essentiellement hormonodépendante. Donc, si nous considérons par exemple un fœtus féminin, le fœtus féminin constitue toute sa réserve ovarienne dans la vie intra-utérine. Et par conséquent, si la maman porteuse elle est contaminée par des perturbateurs endocriniens, vous imaginez un peu des conséquences qui peuvent affecter ces fœtus-là. Aussi, nous sommes face à une menace invisible, puisque du fait que les hormones agissent à de faibles concentrations, eh bien, les perturbateurs endocriniens aussi agissent à de faibles concentrations. Aussi, du fait qu'il y a plusieurs molécules qui sont identifiées comme étant des perturbateurs endocriniens, donc chaque individu pourrait être contaminé par plus d'une molécule qui peuvent avoir des effets synergiques. Et il y a aussi un problème lié aux perturbateurs endocriniens dans ce sens que ces molécules modifient nos matériels génétiques, notre ADN, et de ces faits peuvent entraîner des malformations dans notre descendance, chez nos enfants et nos petits-enfants. Et telle est l'image qui est illustrée là-bas, où nous avons des enfants vietnamiens qui ont été victimes de cet agent orange, un défoliant qui a été relargué lors de la guerre du Vietnam dans les différentes forêts vietnamiennes et qui continue à subir toujours les conséquences liées à ces molécules-là. Diapo, s'il vous plaît. Ainsi, dans l'évaluation de l'exposition humaine, il est important de savoir que lorsque le produit chimique est libéré dans l'environnement, il subit ce qu'on appelle un processus de transfert dans les différents compartiments de l'environnement, où nous avons l'air, l'eau, le sol, les plantes. Et donc, par le processus de biomagnification, les toxiques se concentrent dans la chaîne alimentaire. Et de ce fait, l'homme se trouve contaminé. Et donc, dans l'évaluation de l'exposition humaine, nous pouvons utiliser des méthodes indirectes qui consistent à rechercher des toxiques dans les matrices environnementales, mais également des méthodes directes qui consistent à rechercher les toxiques dans les matrices biologiques. Et tel est pratiquement mon domaine d'expertise qui est la bioanalyse, la biosurveillance. Et donc, tenant compte du fait que le toxique se retrouve à l'état de traces dans le corps humain, et que la matrice biologique elle est très complexe, puisque si par exemple un individu nous fournit l'urine, à part le fait qu'on peut retrouver les toxiques dans l'urine, nous avons aussi plein d'autres molécules qui peuvent se retrouver et qui viennent du métabolisme cellulaire, et ces molécules peuvent interférer dans l'analyse de notre produit chimique. Et voilà pourquoi il est important de bien traiter l'échantillon, puisqu'avec le traitement, ça permet de supprimer les interférents, mais également de concentrer l'échantillon. Et donc, l'échantillon ainsi traité doit être analysé par des méthodes analytiques ou des techniques de pointe que vous voyez là-dedans. Diapo, s'il vous plaît. Et donc, nous avions réalisé une étude pilote en 2019, qui nous a permis d'identifier les polluants d'intérêt, laquelle étude a nécessité une étude à large échelle, oui, Diapo, que nous avions réalisée en 2023. Cette étude qui a été réalisée sur un grand échantillon de la population a montré une certaine cohérence en rapport avec les données de 2019. Et donc, oui, Diapo, dans l'évaluation des risques, il est important de comparer les doses d'exposition aux valeurs toxicologiques de référence. Et la présente étude ou la récente étude réalisée sur un grand échantillon nous a montré qu'une proportion non négligeable de la population
présentent des doses d'exposition au-delà des valeurs toxicologiques associées à un risque pour la santé. Notamment en rapport avec le plan, en comparant aux valeurs OMS, nous voyons que 6 quinois sur 10 nécessitent une intervention clinique. En rapport avec les valeurs américaines, 8 quinois sur 10 nécessitent une intervention clinique car étant intoxiqués par le plan. Et en rapport avec le 4,4'22E, qui est l'autre diapo, s'il vous plaît, le 4,4'22E, qui est le métabolite principal du DDT, nous constatons qu'un quinois sur 10 présente un risque accru de développer les pathologies des axes endocriniens. Oui, diapo. Ainsi, quel défi pour la République démocratique du Congo? Aux décideurs, la majorité des études réalisées en République démocratique du Congo, de biosurveillance bien sûr, ne sont pas toujours représentatives de l'ensemble des populations, de l'ensemble de la population de Kinshasa ou de toute la République démocratique du Congo. Et la biosurveillance étant une étude qui est très coûteuse, il est important que nos autorités s'impliquent puisqu'on ne peut pas réaliser des études à large échelle sans l'implication des autorités. Voilà pourquoi nous recommandons la mise sur pied d'une structure qui doit collaborer avec les experts universitaires en biomonitoring pour une surveillance en continu. Et ces études nous permettront d'implémenter ainsi nos textes réglementaires, car il faut insister qu'à l'échelle internationale, il y a beaucoup de pays qui ont adopté ces stratégies et donc les études actualisées dans ces pays montrent un réel impact réglementaire suite à une diminution de l'exposition de leur population. Nous faisons aussi appel à ce que les mesures prises soient réellement suivies et aussi nous faisons un plaidoyer pour la disponibilité des fonds dans la prévention des maladies chroniques non transmissibles. Car il a été constaté que le gros de budget dédié à la prévention des maladies dans notre pays est plus dirigé vers les pathologies infectieuses. Et donc, pour les maladies chroniques comme les diabètes, ben, la prévention est plus liée au seul conseil de lutte contre les facteurs de risque. Vous entendrez parler qu'il faut faire des exercices physiques, il ne faut pas consommer l'alcool, il ne faut pas consommer les tabacs. Mais il est important de savoir que, hormis ces facteurs de risque qui sont connus pour le diabète, ben, l'exposition aux polluants à effet perturbateur endocrinien constitue également un facteur de risque redoutable et non négligeable. Et donc, la prévention, la réalisation des études de biosurveillance rentre effectivement dans la prévention. Et il ne faut aussi pas oublier que la mortalité ou la morbidité liée au diabète est largement supérieure aux mortalités associées de paludisme, de tuberculose ainsi que de VIH. Aussi, les domaines de la toxicologie professionnelle, nous insistons puisque les travailleurs qui sont exposés aux produits chimiques, ils sont totalement abandonnés. Donc, c'est vraiment un domaine dans lequel il faudrait que nos autorités s'y penchent. Oui, diapo. À nous, chercheurs, comme défi, étant face à cette menace invisible que nous qualifions de nanotoxicologie, il nous faut des médicaments pour la prise en charge des intoxiqués. Rappelez-vous que la récente étude nous a montré que plus de 50% des volontaires sont intoxiqués, donc des quinois, ils sont intoxiqués par les plomb. Or, dans les traitements de l'intoxication au plomb, il ne faut pas seulement supprimer l'exposition à ces métaux toxiques, il faudrait aussi administrer un médicament. Ce sont des médicaments chélateurs, donc des médicaments qui vont séquestrer le plomb et faciliter leur évacuation via les urines. Or, par exemple, on utilise le succumère qui est l'acide dimércaptosuccinique. C'est un traitement qui est très coûteux, ça coûte des centaines d'euros et donc inaccessible pour le Congolais lambda qui a un très faible niveau de vie. Voilà pourquoi, tenant compte de la réalité de ce que la littérature dit, qu'il y a certains antioxydants qu'on peut retrouver dans notre réserve naturelle qui ont à la fois des effets décomplexants, qui peuvent complexer les métaux lourds, mais également lutter contre les stress oxydatifs générés par ces métaux toxiques. Donc, voilà pourquoi il est important à nous chercheurs de voir comment explorer notre réserve naturelle pour produire des médicaments, des phytomédicaments pour nos malades qui sont intoxiqués. Ainsi, comme conseil pratique, les conseils individuels, il faut varier autant que possible la nature et l'origine des aliments. Privilégier les bio, éviter les marmites en plomb. Les marmites en plomb, le nzungu et ambodi, ça me rappelle encore la belle époque avec les restaurants de Maluku. Il faut éviter les carburants illicites. Ça fait maintenant la monnaie courante pratiquement dans la ville de Kinshasa, les carburants qui viennent de n'importe où.
puisque c'est ça vraiment la principale source aussi d'exposition au plomb, puisque dans les carburants, il y a le tétraéthyle qui a été interdit, et donc il vaut mieux vraiment contrôler les différents carburants vendus en République démocratique du Congo. Aux autorités publiques, faire respecter la loi sur l'environnement, faire respecter, contrôler les carburants. On nous dit que c'est sans plomb, mais est-ce qu'il y a réellement l'absence totale du plomb? Il faudrait contrôler. Et surtout collaborer avec les experts en biomonitoring pour une surveillance en continu. À vous tous, je vous dis merci pour votre parfaite audition. Très exceptionnel, très fantastique. Vraiment, merci beaucoup. C'était Trésor Baïbila pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant passer à toute autre chose, vraiment tout à fait autre chose. Bon, nous allons donc avoir la présentation du prof Pierre Poto, qui est, au fait, quand je dis autre chose, c'est par rapport à son domaine de recherche, c'est par rapport à son expertise. D'abord, professeur Poto, il est enseignant-chercheur en relations internationales et sécurité. Il est professeur associé au département de relations internationales de l'Université de Kinshasa et en même temps chef de département des sciences politiques, administratives, relations internationales et bonne gouvernance au Centre de recherche en sciences humaines. Il est aussi chercheur au Centre de documentation et de l'intelligence stratégique. Il est détenteur d'un doctorat en relations internationales de l'université appelée Central China Normal University et d'un master de l'université China Foreign Affairs University et d'une licence à l'université de Kinshasa. Ce domaine d'expertise, c'est la diplomatie et la sécurité. Il est auteur d'un ouvrage et de plusieurs articles scientifiques. Il mène actuellement ses recherches approfondies sur la sécurité, en particulier dans le domaine du renseignement. Son expérience et ses travaux font de lui un consultant respecté sur les questions stratégiques et de gouvernance internationale. Très exceptionnel. Professeur Poto, vous avez la parole. Ok, merci, merci professeur Christian pour la parole accordée. Bonjour et bonsoir à tous, selon l'heure et la région dans laquelle on se trouve. Bonsoir. Comme vient de l'annoncer le modérateur, le professeur Christian Kanga, je m'en vais vous parler d'un sujet atypique. Un sujet dont tout le monde ou presque connaît l'énoncé, mais personne, surtout ici au Congo, ne veut en parler. Peut-être pas peur de possibles représailles, je ne sais pas, mais soyez rassurés que j'ai eu du mal à trouver un préfacier à cause de la sensibilité du sujet. Alors, je m'en vais donc pour vous entretenir ce soir sur ce sujet qui me passionne et pour lequel j'ai mis 5 longues années pour en fait accoucher de cet ouvrage intitulé « Repenser la stratégie, quel service de renseignement pour la République démocratique du Congo ?» Alors, il n'est pas inutile de rappeler ici que, de par sa situation géographique, au centre de l'Afrique, ces immenses ressources naturelles, les mines, l'eau, la forêt, les terres arables, la République démocratique du Congo suscite tout naturellement des convoitises, aussi bien de ses voisins, avec lesquels elle partage 9 frontières, que de multinationales. À titre de rappel, l'année 2020 a été marquée par des incursions spectaculaires des armées rwandaises, sud-soudanaises, centrafricaines et que sais-je encore. Ces cas de figure sont une belle illustration de cet état des choses. Et rien n'indique que cela va s'arrêter, sauf si la RDC elle-même se dote des moyens conséquents d'empêcher ces razzias. Alors, l'étendue du territoire congolais et surtout ces immenses richesses sont aujourd'hui une source de concupiscence. Et la triste réalité n'est qu'aucun des voisins de la RDC n'envisage de reconnaître de l'agressé.
il y aura toujours une explication du genre, nos troupes se sont perdues sur le territoire congolais, ou nos troupes étaient dans un village qui est à cheval de nos deux pays. L'idée d'un conflit ouvert avec la RDC n'est jusque-là pas envisagée par ses voisins. Cependant, le statu quo actuel qui fait que cette dernière ne contrôle pas forcément ou pas réellement ces régions frontalières arrange les voisins pour la plupart. Mais la question des recherches qui m'est naturellement venue à l'esprit et que vous, dans ces webinaires, vous pouvez légitimement vous poser est celle de savoir que peuvent faire les services de renseignement congolais pour aider les Congos à pallier le velléité expansionniste de ses voisins. Que peuvent faire nos services de renseignement pour mettre fin à la guerre humiliante à l'est de la République démocratique du Congo? Suivant. Alors, cet opus, mon ouvrage, que je vous présente dans ce webinaire, est structuré comme en 8 points. Dans le premier point, je vous fixe sur l'organisation et l'évolution des services de renseignement congolais. Les 3 points qui suivent décrivent l'attitude des services congolais face à la mondialisation, face à la complexité des enjeux sécuritaires et géopolitiques du XXIe siècle. Et lorsque j'aborde le 5e point, je me saisis de la question éminemment actuelle et complexe des services de renseignement congolais face à la sécurisation de nos richesses naturelles. Notre pays étant un bassin de convoitise par ses richesses, eh bien, il suscite des envies prédatrices internationales, régionales et sous-régionales, avec parfois des relais locaux, y compris, vous allez vous en douter, paradoxalement, eh bien, même dans nos services de renseignement. Et le point 6 abordera la question impérative, la réadaptation structurelle, opérationnelle et puis organisationnelle de nos services de renseignement. Quant au 7e point, qui est l'avant-dernier, il va décliner la nécessité de promouvoir une relation de confiance entre les services de renseignement congolais et la population congolaise. Et enfin, la le dernier point, eh bien, qui est le 7e, lui, nous fixe comme un verrou l'impératif d'une promotion, d'un élitisme positif dans le recrutement des agents et cadres des services de renseignement. Alors, vous comprendrez que l'ouvrage a 300 pages. Je vais vous faire le résumé de mon ouvrage en 10 minutes. Alors, je vais rapidement passer par le deuxième point parce que je voulais parler du premier point qui vous parle des agences de renseignement et tout. J'apporte directement le point relatif au renseignement congolais face aux divers enjeux économiques contemporains. Alors, parmi les domaines à surveiller dans le monde actuel empreint de mondialisation, il y a les transactions, les flux commerciaux, les flux financiers et les services de renseignement de la RDC sont dans l'obligation de connaître ce qui se passe dans les échanges commerciaux internationaux et dans les différents mouvements internationaux de capitaux. Ils sont donc censés être à même de tracer des capitaux liés au crime organisé et aux activités criminelles individuelles dans le but d'anticiper leurs actions et de déceler leurs intentions cachées. Il y a quelques décennies, le commerce international se jouait plus à travers des paperasses, des chèques, des cargos, des trains et autres moyens de transport. Il était presque impossible que l'acheteur et le vendeur ne se rencontrent pas en présentiel, à moins de faire recours aux intermédiaires ou aux délégués. Mais avec la mondialisation, tout est devenu plus simple, mais en même temps plus compliqué aussi, parce que la mondialisation a des avantages, autant elle a des inconvénients. Je m'en vais prendre le point en rapport avec l'industrialisation de la RDC. Eh bien, lorsqu'on doit coopérer, par exemple, avec un pays comme le Japon, on ne peut pas s'attendre à ce que le Japon nous donne les technologies pour les technologies pour disons, fabriquer le véhicule et les concurrencer, alors que le Japon a Toyota. Nous ne pouvons pas espérer que la Thaïlande ou la Chine montrent à la RDC les techniques de production de riz. Il est même impensable que les États qui achètent à bas coût
ou qui signent des contrats léonais avec nous pour exploiter nos minéraux puissent accepter de nous donner les technologies qui puissent aider le Congo à être indépendant, à produire localement. C'est pourquoi, dans ces points, je recommande vraiment à nous tous Congolais, au gouvernement congolais, au service de le service de renseignement de la RDC, eh bien, la maîtrise des flux commerciaux et financiers, la capacité de détecter de nouveaux marchés pour les investisseurs congolais et de découvrir les risques cachés des investissements qui arrivent ici chez nous au Congo. Eh bien, nous devons avoir la maîtrise des nouvelles technologies et la capacité d'accéder aux technologies de pointe et encore inaccessibles aux entreprises congolaises. Il faudra aussi que les services de renseignement congolais puissent s'impliquer profondément et bien comprendre aussi les origines ou les visées cachées des investissements qui nous arrivent ici. Et ils doivent enfin créer des conditions de surveillance et de protection des approvisionnements de la RDC, afin d'anticiper le pénurie. Faute de temps, je ne peux pas évoquer l'exemple du maïs ici en Zambie et puis la province du Katanga. Alors, parlons maintenant du point suivant, les services de renseignement congolais face à la complexité des nouveaux enjeux sécuritaires. Je crois qu'on est déjà à l'autre point. Ok, non, ne vous dérangez pas avec les diapos, je peux avancer. Je m'en vais parler de la réadaptation structurelle, organisationnelle et opérationnelle des services de renseignement congolais. Vous pouvez vous en douter, en RDC, il est souvent très difficile de savoir qui fait quoi. Nous avons les renseignements extérieurs, les renseignements intérieurs, la DEMIAP, les services de renseignement au niveau de la police, les renseignements de contre-espionnage, les services de l'intelligence économique. Les constats qui en découlent de tout cela, c'est que et la DEMIAP, et l'ANER, et les autres services de renseignement, ils font pratiquement la même chose dans plus d'un cas. La collaboration entre les différents services de renseignement est certes d'une importance capitale, mais l'implication des rôles et des missions peut conduire à des blocages et des lenteurs inutiles et engendrer des ordres totaux. C'est ce que nous vivons ici. Vous verrez les agents de la DEMIAP aller déguerpir quelqu'un dans une maison parce que il y a un nouvel occupant qui doit, ou un Congolais ou un étranger qui a acheté la parcelle, et c'est la DEMIAP qui s'en charge pour déloger l'ancien occupant. Et pourtant, la DEMIAP ne peut pas faire ce travail. Et pour cela, nous recommandons la réadaptation des structures de services de renseignement aux réalités pratiques. Une nécessité de réduire les lenteurs bureaucratiques. Et aussi, il faut une claire répartition des attributions au sein et entre les services de renseignement congolais. Aussi, allons-y au diapo suivant, la promotion d'une relation de confiance entre le peuple et les services de renseignement congolais. En RDC, en Afrique et ailleurs dans le monde, les services de renseignement sont généralement mal perçus par la population qui les accuse à tort ou à raison d'enlèvement, de ratonnage, de brutalité, de cruauté, d'assassinat et que sais-je encore dans l'exécution de leurs missions. Le cinéma et la littérature avec les romans d'espionnage ne font que renforcer cette perception négative, née parfois des mythes et des affabulations. Ah oui, les bavures et les ratés des actions des services de renseignement sont aussi à l'origine de la méfiance de la population. Ça, j'en suis convaincu. Mais lorsqu'on parle des services de renseignement, on a tendance, pour les Congolais lambda que nous sommes, à ne voir que le prince Malcolinge, ceux qui ont lu les romans d'espionnage, Hubert Bonisseur de Batz, ou même James Bond avec son arrogance et sa cruauté légendaire. Comme je viens de le dire tout à l'heure, les racontars, le cinéma, la littérature et d'autres moyens ont souvent tendance à décrire les services de renseignement de façon fantaisiste et avec mythomanie. Mais par ailleurs, les caractères sensibles et secrets des activités de renseignement fait de ce domaine ou une terre fertile pour toutes sortes d'imaginations et parfois débordantes. Et c'est pourquoi dans ces mêmes ordres d'idées, les communs des mortels que nous sommes, nous avons du mal à voir dans les agents des renseignements des hommes aussi intelligents, des messieurs intelligents, instruits, qui font la collecte, les traitements, l'analyse et la diffusion des renseignements. Alors, puisqu'il y a un problème de confiance entre la population et les services,
nous recommandons ici que les services puissent communiquer sur la noblesse et la complexité de leur travail. Oui, on les voit aux États-Unis ailleurs, comment ils communiquent, ils ont des sites web. Contrairement à nous ici, c'est difficile de trouver un site web de l'ANER, de la DEMIAD ou d'un autre service. Eh bien, aussi, il faudrait que l'État donne aux services de renseignement une certaine légitimité auprès de la population. Puisque il faudrait que la population établisse un lien entre l'activité du renseignement et sa propre sécurité. Ces gens, oui, je sais, il y a de ceux-là qui en abusent, mais ils sont là pour notre sécurité et notre sécurité en dépend. Les diapos suivants, OK, on est déjà là. Je crois que c'est les derniers diapos. Je parle de la promotion d'un élitisme positif dans le recrutement des agents des services de renseignement. Et c'est par là que je vais chuter. Alors, nos services de renseignement ici au Congo doivent faire l'objet d'une grande munition dans le recrutement et la formation des agents. Ouais. Parce que la complexité et les caractères sensibles du renseignement exigent de recruter une forte objectivité. Parce que le recrutement fait sur base de l'appartenance politique ou tribale ou sur base d'autres affinités subjectives sont un grand frein à l'efficacité des services de renseignement de la RDC. Et oui, vous savez, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le recrutement fait sur base des liens familiaux ne peuvent que faire pencher les actions des services de renseignement vers les règlements des comptes n'ayant rien à voir avec la sûreté de l'État, n'ayant rien à voir avec notre propre sécurité, nous, la population. C'est ce qui contribue d'ailleurs à ternir l'image des services de renseignement et de le faire passer pour une police politique, pour une police secrète des acteurs politiques. Et le plus à déplorer est que lorsque les recrutements sont faits sur cette base-là, la compétence devient le dernier souci, ce qui fait naître la médiocrité et l'inefficacité. C'est pourquoi nous recommandons ici qu'on ne puisse recruter que le meilleur dans leur domaine. On doit prendre en compte la comptabilité entre les profils de la recrue et les rôles que celle-ci est appelée à jouer. On doit recruter les psychologues, les philosophes, les anthropologues, et bien pour assurer la manipulation, parce que les renseignements aussi, c'est la manipulation. On doit recruter les informaticiens, les statisticiens, les mathématiciens et autres pour la manipulation des chiffres. Et les technologies diverses. Et enfin, nos services ici doivent recruter des physiciens, des chimistes, des géologues, des médecins, des biologistes pour la manipulation des substances et dispositifs divers. Voilà le résumé de mon ouvrage que je vous recommande de vous en procurer chez les Harmattan Paris pour ceux qui sont à l'étranger et chez moi-même pour ceux qui sont ici au Congo, car je garde encore quelques exemplaires avec moi. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Wow, non mais ça c'est simplement impressionnant. Merci beaucoup de nous avoir amenés dans un domaine tout à fait autre que le domaine médical. Et là, nous avons eu à apprendre beaucoup de choses pour nous qui ne sommes pas des relations internationales ou des sciences humaines. Je dis repartager les diapos, mon écran, parce que je crois que par mégarde, quelqu'un a eu à dessiner quelques lignes, je sais pas. Aidez-nous à ne pas manipuler quoi que ce soit là où vous êtes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dernier intervenant, dernier orateur, c'est M. Patil Okole, qui est chercheur en 3e cycle au département de chimie médicinale, au département de chimie, pardon, à Rhodes University en Afrique du Sud. Il est en même temps assistant à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'UNIKIN. Il est responsable de l'unité de recherche en nanobiotechnologie et nanomédecine au sein du Centre de recherche en nanotechnologie appliquée aux produits naturels, CRENAPEN. Et ses recherches actuellement portent sur la valorisation des plantes riches en substances naturelles appelées saponines pour le développement des nanoparticules biomédicales destinées à une délivrance optimale des antipalidéens, donc les médicaments luttant contre la malaria. Il a publié plusieurs articles scientifiques dans les revues internationales spécialisées comme le Pharmaceutical Sciences Advances, Next Nanotechnology, Frontiers in Pharmacology, et ces publications ont jusque-là porté sur l'utilisation justement des produits naturels comme source de nanovecteurs pour les médicaments.
Il a également co-rédigé un chapitre de livre sur la décoration de nanoparticules appelé liposome que Madame Lamine a présenté. Distingué pour ses performances académiques, il a reçu le prix d'excellence Ubura, prix réservé aux pharmaciens le plus méritant de la promotion à l'Université de Kinshasa, et il est lauréat d'une bourse de troisième cycle dans le cadre du programme African Research Initiative for Scientific Excellence, financé par l'Académie africaine des sciences. Son projet de recherche vise à contribuer à l'innovation dans les domaines de la délivrance des médicaments en exploitant le produit naturel pour une médecine plus ciblée et efficace. Waouh, quelle carrière brillante, surtout prometteuse. Monsieur Patil Okole, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Nkanga, pour la présentation. Donc, je vais aujourd'hui présenter une partie de mes travaux de troisième cycle qui portent essentiellement sur la préparation des nanoparticules micellaires à partir des saponines brutes provenant des 5 espèces de plantes, des espèces congolaises. Dia. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, tous autant que nous sommes, nous avons fait recours un jour ou un autre à un médicament pour soigner un mal de tête, un mal de dos ou une pathologie récurrente comme le palu, ou par exemple quelque chose de continu comme l'hypertension ou le diabète. Il s'avère cependant que 40% des médicaments qu'il y a sur le marché international ne sont pas solubles dans l'eau au laboratoire et même dans l'organisme. Alors pour résoudre de plus en plus le nombre de pathologies qu'il y a dans nos communautés, on se rend compte que le même problème persiste, dans le sens où 90% des médicaments qui sont en développement sont encore moins solubles dans l'eau. Ce qui va faire que le médicament ne sera pas distribué comme il se doit dans l'organisme, et donc on devra prendre de plus en plus de doses. J'ai mis pour vous une vidéo qui va montrer comment le corps fait pour que le médicament se disperse sur tout l'organisme. Suivant. Donc, vous avez là les gélules, ou tout comme que l'on voit par voie orale, qui va devoir se dissocier de tous ces différents constituants pour ensuite libérer le principe actif, le produit qui agit. Et ce produit qui agit, en fin de compte, va se retrouver au niveau du cœur et ensuite va être pompé sur tout l'organisme. Sur tout l'organisme et donc agir là où il y a l'efficacité, là où il y a la pathologie. Seulement, vous allez vous rendre compte que quand vous avez mal de dos, vous n'avez pas nécessairement besoin que les médicaments arrivent au niveau du foie ou au niveau des reins. Mais il s'avère que aujourd'hui, ces médicaments font cela. Et donc, il y a énormément d'effets indésirables que l'on dénonce avec les médicaments. Dia. Alors, ces médicaments qui s'éparpillent sur tout l'organisme posent de sérieux problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, un domaine qui est la nanotechnologie, comme Madame Lamine l'a si bien expliqué, les nanotechnologies permettent d'améliorer justement la distribution de médicaments pour ne l'amener que là où il y a la pathologie. Cependant, nous nous retrouvons dans un pays qui est à faible revenu et les nanotechnologies font appel à des méthodes et à des équipements qui sont très coûteux. Ce qui fait que nous risquons de ne pas avoir accès à ces médicaments malgré le nombre élevé de pathologies que nous avons. Nous sommes les deuxièmes, le champion en termes de paludisme dans le monde et nous avons besoin de médicaments. Le nombre de cancers augmente de plus en plus, de diabète augmente de plus en plus, d'intoxication au plan comme le pharmacien Baïbil l'a dit. Nous avons besoin de plus en plus de médicaments. Mais comment on va s'en sortir si cette technologie qui semble être innovante, nous n'y avons pas accès? C'est comme ça que dans le cadre de nos travaux, nous exploitons les plantes, les composés, les molécules issues des plantes comme source de matières premières pour justement formuler les nanomédicaments afin que les médicaments que nous aurons finalement puissent être de faibles coûts. Dia.
Et c'est comme ça que dans notre centre, dans notre unité de recherche, le CRENAPEN, nous travaillons avec les plantes médicinales, avec les plantes, pour justement formuler les nanomatériaux. Donc la RDC, heureusement pour nous, la RDC fait partie des principaux poumons de la Terre, parce que le bassin du Congo traverse énormément le pays et la forêt équatoriale est la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, ce qui est très intéressant. Alors cette forêt est riche en plantes. Ces plantes peuvent être médicinales ou pas, mais, diapo s'il vous plaît, mais ces plantes peuvent être utilisées comme nourriture, et là on parle d'alicaments, des nourritures qui peuvent justement soigner des pathologies ou des nourritures qui sont riches en antioxydants, mais aussi des médicaments. Beaucoup de médicaments sont aujourd'hui issus des plantes médicinales. Notre focus à nous, c'est plutôt utiliser les plantes pour y extraire des molécules, particulièrement les saponines, qui ont donc la possibilité de former des nanomatériaux. Dans ces nanomatériaux, on peut donc y encapsuler des médicaments. Diapositive. Ce schéma assez complexe montre simplement que en rouge, au cœur qui est tout noir, c'est le médicament qui se trouve dans les nanomatériaux qui sont formulés à partir des saponines. Au fait, les saponines s'auto-arrangent, ils s'auto-assemblent dans une solution aqueuse pour former les nanomatériaux qui ont une taille très faible. C'est comme ça qu'on les appelle des nanomicelles. Et ces nanomicelles peuvent permettre justement de piéger une molécule qui n'est pas soluble dans l'eau. Voyez-vous, diapositive. Et donc, dans le cadre de nos travaux, nous avons sélectionné 5 plantes pour justement y extraire les saponines pour voir justement leur potentiel à améliorer l'efficacité ou la solubilité des médicaments qui sont déjà connus. Ça signifie simplement que nous ne modifions pas la molécule médicamenteuse parce qu'elle est douée d'activité, mais seulement elle a beaucoup d'effets indésirables. Cependant, nous piégeons, nous encapsulons ou nous piégeons le médicament dans les nanomatériaux issus de ces flores pour justement l'amener jusqu'au niveau de la cible ou là où il y a la pathologie. Diapositive. Donc, dans ce cadre, nous avons fait beaucoup d'études, mais nous n'aurons pas le temps de tout présenter. Seulement ici, cette figure montre que les matériaux que nous avons formulés sont de très faible taille, autour de 300 nanomètres. En tout cas, c'est très faible taille. Diapo. Et ces nanomatériaux ont démontré une efficacité en termes d'amélioration de la solubilité des médicaments hydrophobes, des médicaments qui n'étaient pas solubles dans l'eau au préalable. Mais aussi, avec la figure qu'il y a à droite, vous pouvez constater que en rouge, ce sont les matériaux qui, à l'état moléculaire, sont toxiques. Mais lorsqu'on les formule en nanoparticules, eh ben, ils sont biocompatibles. Ce qui montre que ces nanomatériaux issus des plantes médicinales congolaises peuvent ou se présentent comme très bons ou potentiels candidats pour justement améliorer le problème lié à la distribution des médicaments. Alors, diapositive suivante. Ce que l'on peut retenir sur les travaux que nous faisons, c'est que de 1, les saponines ont beaucoup d'applications en nanotechnologie, mais notamment dans la délivrance des médicaments, en formulant des nanomicelles, mais aussi les saponines peuvent être utilisées comme adjuvants des vaccins, c'est-à-dire pour augmenter l'efficacité des vaccins. Ça, c'est un autre potentiel qui est très exploité aujourd'hui. Même dans les cadres de Covid, on a utilisé cela. Ce qui fait que nous avons, nous, au Congo, des sources de ces saponines, mais que nous n'exploitons pas. Alors, les nanomicelles à base des saponines sont des bons candidats pour l'amélioration de la biodisponibilité des médicaments et donc la réduction des effets indésirables des médicaments. Mieux encore, les espèces de plantes congolaises qui sont riches en saponines peuvent présenter une source de matières premières pour le domaine des nanotechnologies appliquées à la médecine. Et enfin, la RDC est un pays potentiel avec des ressources végétales qu'on ne sait pas estimer parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exploiter la forêt équatoriale à juste titre, en termes d'alicaments et même en termes de médicaments, mais mieux encore aujourd'hui, en termes de molécules pouvant permettre de formuler les nanoparticules. Donc, avec le temps nous imparti, je vous inviterai à lire cet article qui est publié et qui est disponible en open access
On n'a pas besoin de payer pour l'avoir. Et puis, voilà, pour réaliser ce travail, je n'ai pas fait seul. Ça a été réalisé à l'Université de Kinshasa, mais aussi à Rhodes University, avec l'appui de mes superviseurs, les profs Kanga, et évidemment d'autres organes qui ont financé ce travail, comme l'African Academy of Sciences, mais aussi le CRENAPEN qui contribue du point de vue matériel et technique à la réalisation de nos projets de recherche. Merci à AIJ pour cette opportunité voilà, de présenter ces travaux. S'il y a d'autres questions qu'on ne saura pas détailler ici, priez nous contacter sur LinkedIn ou sur ResearchGate ou même par mail. Je serai heureux de partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très excellent, Monsieur Patil Okole. Merci pour votre présentation. Nous avons, je vois, il y a beaucoup de discussions dans les chats. Visiblement, les auteurs répondent déjà aux questions. C'est très bien. Maintenant, il est question peut-être de prendre une ou deux questions. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, je vais voir, est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été adressées, notamment, je vois des discussions. Donnez-moi une seconde, je dois. Voilà. Burning questions. Biogénique. Est-ce que. Bon, excusez-moi, il y a tellement beaucoup de textes dans les chats. Je vais prendre quelques questions les plus. Je vais prendre du bas vers le haut. Les orateurs peuvent-ils nous mettre les links de leurs différentes publications? Au fait, bonne question. Euh, toute cette vidéo, enfin, la vidéo sur ces webinaires sera postée dans notre site YouTube. Donc, on va partager dans les réseaux sociaux. Suivez nos réseaux sociaux, vous verrez, vous aurez accès à ces webinaires encore et encore pour voir calmement, copier, noter les intitulés, les détails des publications de chaque article pour pouvoir avoir accès. C'est Open Access comme Pathia Adip notamment. Je vais prendre quelques questions techniques. Oh là là. C'est mon ordinateur qui n'est pas sous tension. Excusez, ça va. OK, voilà. Mes excuses. Alors, serait-il possible de bénéficier du riche contenu de ces présentations? J'ai répondu. Question de la part des profs Ngoulois. C'est très bien de recourir aux nanomatériaux biogéniques pour délivrer les médicaments. Que pensez-vous des photosensibilisateurs naturels susceptibles de générer des radicaux libres et des cascades de réactions oxydatives dans un contexte de changement climatique global? Est-ce que dans les panels, y a-t-il quelqu'un qui se sent en mesure de répondre à cette question? Que pensez-vous des photosensibilisateurs naturels susceptibles de générer des radicaux libres et donc des cascades de réactions oxydatives dans un contexte de changement climatique global? Y a-t-il quelqu'un dans les panels, donc les orateurs? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très Oui, bien. on vous suit, Ah, on vous ok. suit. En tout cas. Bon, s'il n'y a pas quelqu'un qui répond, je crois que c'est une très bonne question. Les photosensibilisateurs naturels, dans les études précédentes, les gens ont eu à utiliser, à encapsuler les photosensibilisateurs synthétiques, notamment les phthalocyanines, les bodipidides, et les porphyrines. Et on les a encapsulés justement pour servir des agents, des médicaments en fait, des médicaments antimicrobiens, des médicaments anticancéreux,
simplement parce qu'ils sont en mesure de générer la production des radicaux libres, des espèces d'oxygène réactives, notamment des comme on dit en anglais, reactive oxygen species, donc l'oxygène à l'état triplet, et qui permet donc d'éradiquer les microbes, les cellules cancéreuses. L'impact sur l'environnement, personnellement, je n'en ai aucune expérience, donc ça c'est à rechercher. Parce que les radicaux libres générés, est-ce qu'ils sont volatiles? Je suis pas vraiment certain, donc c'est des recherches qu'il faut faire par la suite. Autre question. Je vois Dr. Steve a répondu à toutes les questions qui lui ont été adressées. Question à Madame Lamine a été aussi répondue. Un nanomédicament à base de saponine peut-il être considéré comme une thérapie ciblée? Si oui, comment? Je devine que c'est une question adressée à M. Paty Locolé. Oui, ok, Paty, tu merci. es là? Oui, je suis là. Oui. Merci beaucoup, cher Victor, pour la question. Euh, alors, à ce jour, il n'y a pas encore des travaux allant dans le sens de modifier euh, les micelles formulées à partir de saponine pour cibler la thérapie, la pathologie. Je vais essayer un peu d'éclaircir pour tout le monde, c'est que les saponines forment des nanoparticules et dans le processus de formulation des nanoparticules à partir des saponines, on va décorer la surface, on va mettre des molécules de ciblage au niveau de la surface de ces nanoparticules, de ces nanomatériaux, et ensuite ces nanomatériaux vont aller se fixer uniquement sur les biomarqueurs que l'on aura identifiés au préalable. Mais c'est très possible, c'est possible, seulement ce n'est pas encore publié à la hauteur de mes connaissances, parce que dans la revue que j'ai montrée tout à l'heure, que nous avons aussi publiée chez Next Nanotechnology, on a beaucoup utilisé les saponines comme matière première de la formulation des liposomes, des micelles évidemment, comme je l'ai fait, et dans d'autres types de nanomatériaux. Mais jusqu'au niveau de la décoration, ce n'est pas encore fait. Peut-être, si Dieu nous prête vie, on sera en mesure de faire ça un de ces jours. Mais c'est possible. Merci beaucoup. Merci, Paty. Une autre question adressée à M. l'assistant Paty Locolé. Comment les saponines peuvent-elles augmenter l'efficacité des vaccins? Question de M. ou Madame Komba. Ok, merci beaucoup pour ça. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, les vaccins posent deux problèmes. Le premier problème, c'est celui de la toxicité liée à leur capacité. Parce que voilà, quand on doit formuler les vaccins, il faut un agent antigénique. Et donc, si nous ajoutons l'agent antigénique à grande quantité, à grande dose, eh ben, il y aura des effets secondaires qui vont se perpétrer. La deuxième problématique aujourd'hui avec les vaccins, c'est que pour éviter le premier problème de toxicité lié aux antigènes de vaccins, eh ben, on utilise des adjuvants chimiques, donc principalement des adjuvants à base d'aluminium. Mais il s'avère que ces adjuvants sont aussi toxiques. De ce fait, on recourt donc aux saponines parce qu'ils ont la possibilité de stimuler le système de défense de l'organisme. Et de ce fait, on n'aura plus besoin d'utiliser, évidemment, l'antigène à très haute dose. Et donc, on ne pourra l'utiliser qu'à faible dose. Et donc, les saponines vont améliorer la dose à utiliser, mais aussi, en fin de compte, chez les patients, à une simple, par exemple, une dose, selon un temps donné, l'activité immunogénique pourrait être élevée. Et ça, c'est des travaux qui existent déjà dans notre manuscrit. Nous l'avons aussi décrit. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Paty Locolé. Ok, je cherche encore des questions. Je ne sais pas. Bon, je n'arrive plus à voir les questions. Je crois que toutes les questions ont été adressées par les orateurs. Y a-t-il des questions live? On peut prendre une ou deux questions live.
J'ai des questions qui sont arrivées par message. Je ne sais pas si je peux réagir. Oh, ok, très rapidement alors, parce que... ok, oui. Ok. Très rapidement, donc, il y a le professeur Jean-Paul Cato Ngolois qui dit de quel service de renseignement s'agit-il, civil, militaire ou les deux? Alors, la réponse ici, je parle de la communauté des renseignements. Si je fais allusion au renseignement militaire, civil et financier. Alors, le prof Jean-Paul pose une autre question. Quelle peut être la place de l'intelligence économique dans la restructuration de nos services de renseignement? Oui, la triste réalité de nos services de renseignement, depuis belle lurette, est qu'ils ont pris trop longtemps à s'attarder sur la politique pure, la sécurité du chef de l'État, les grands timoniers, la traque des opposants. Et pourtant, ce 21e siècle, eh bien, il y a de plus en plus il y a plus de guerres physiques entre des armées, mais l'on rencontre de plus en plus de guerres économiques et commerciales entre États. Alors, du coup, vous remarquerez que l'intelligence économique est très capitale aujourd'hui dans tout service des renseignements. Alors, il y a Manix Mayangi qui dit être intéressé par l'exposé. Bon, je vais poster le numéro de téléphone au WhatsApp tout à l'heure là. Et puis, il y a aussi, c'est pas qui pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à renforcer les services de renseignement en RDC pour une bonne traçabilité? Je dirais oui. D'ailleurs, dans les sources des renseignements, nous avons les renseignements des sources ouvertes, je veux dire, ce qu'on peut trouver dans les journaux, dans les massolos, à la télé et tout. Nous avons par exemple aussi les renseignements des sources humaines où l'on peut espionner quelqu'un, on peut l'écouter, on peut interroger une personne, l'interrogatoire quand on arrête quelqu'un à la NER ou à la DEMIAP, et là on trouve des renseignements, et là c'est une source humaine. Mais aussi, enfin, nous avons les renseignements d'origine technique, et là, ou les renseignements de sources techniques, et là nous avons les renseignements d'origine image et les renseignements d'origine électromagnétique. Pour ce qui est des renseignements d'origine image, nous avons par exemple les avions de reconnaissance ou les drones qui prennent des photos, et là ce sont des renseignements. Et pour ce qui est des renseignements électromagnétiques, nous avons par exemple des signaux magnétiques, les ondes, les radios, les satellites, radars et autres de télémesures qui aident les services à avoir des informations. Et d'ailleurs, il y a par exemple l'interception de mails, l'écoute téléphonique, l'interception des communications. Tout cela entre dans le cadre de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on n'est pas mieux outillé dans ce cadre-là, on ne sait pas suivre les criminels, on ne sait pas suivre les personnes cibles. Alors, j'avais noté aussi une dernière question. Le professeur Gaulois, Jean-Paul, demande si je suis un honorable correspondant. Ben, d'abord, un honorable correspondant, c'est quelqu'un qui travaille soit quelqu'un qui est dans un service, par exemple, mais qui travaille avec un autre service étranger. Et par exemple, il y a des gens qui sont des honorables correspondants de la CIA ici au Congo. Je veux dire, ils travaillent pour la CIA, ils donnent des informations pour la CIA, et généralement, ce sont des gens qui sont à l'intérieur de la boîte. Parce qu'on n'est pas, lorsqu'on n'est pas à l'intérieur, on a du mal à voir des données probantes et c'est très compliqué. Alors, en ce qui me concerne, je suis juste un chercheur, un professeur qui s'intéresse à ces domaines et je ne suis ni de l'ANER ni de la DEMIAP et moi encore, je ne sais pas de quel autre service. Merci. Merci, professeur Poto. Une question encore, j'ai vu quelques 2, 3 mains levées. Une question très rapidement posée, je crois, au CT Trésor Baibile. Il y a plusieurs perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne. Pourquoi pourquoi les choix de votre étude est porté préférentiellement au plomb? Ça, c'est une question posée par un certain PM. Je crois que c'est pharmacien Oui, modeste. Voilà. ok, merci beaucoup, professeur. Et je remercie aussi le pharmacien modeste. Je pense que c'est lui qui a posé, puisque je suis déjà en train de répondre aux différentes questions dans le chat.
Dans Oui. nos études, je ne sais pas si il a eu le temps de voir. Bon, je ne pense pas qu'il a déjà eu à lire les quelques études qu'on a fait. On ne s'est pas seulement intéressé au plan. Nous nous sommes intéressés, dans mes études, nous intéressons aux polluants inorganiques, où vous avez le plomb, l'arsenic, mais également aux polluants organiques, où nous avons deux groupes de polluants organiques. Il y a les polluants organiques persistants. Hein. Donc là, vous avez les dérivés, les pesticides organochlorés. Nous avons par exemple les dérivés du DDT. Il y a les PCB qui sont des polychlorobiphényles. Et nous avons aussi les polluants non persistants. Donc d'ailleurs, nous sommes dans l'écriture de notre article sur les polluants non persistants. Donc on évalue l'exposition de la population de Kinshasa à tout ce qui est comme phtalate, les bisphénols, qui sont des polluants suspectés dans différentes pathologies, notamment dans les diabètes, dans les cancers des glandes endocrines. Voilà, donc on ne s'intéresse pas seulement au plomb, mais dans les études que j'ai postées, j'ai préféré parler du plomb puisque nous avons un sérieux problème suite à l'exposition à ces plombs. Et là, je reviens, j'ai même déjà répondu au professeur Yves Botou, là, qui a demandé, qui a posé la question pourquoi, c'est quoi l'intervention clinique? Ben, l'intervention clinique, c'est dû au fait que ces malades-là sont intoxiqués. Donc, quand on se réfère à la valeur OMS, qui est de 50 microgrammes par litre, donc la population congolaise ou les échantillons ou les volontaires qui ont participé à l'étude, on a constaté que plus de la moitié étaient réellement intoxiqués. Vous voyez un peu avec la valeur américaine, avec l'USA CDC, eux, ils ont même rabaissé la dose, la valeur toxicologique qui est descendue à 35 microgrammes. Donc, aux États-Unis, quand vous avez, professeur Kanga, vous êtes aux États-Unis, quand vous avez une valeur d'exposition à partir de 35 microgrammes, surtout pour un enfant, ben, il faut une intervention clinique. On doit vous prendre en charge cliniquement, puisque vous risquez d'avoir, premièrement, des problèmes de diminution des quotients intellectuels. Et puis, il y a différents problèmes comme, puisque le plomb, c'est un neurotoxique, en fait. Et puis, il y a aussi des problèmes d'anémie qui peuvent surgir suite à l'intoxication au plomb. Donc, quand on parle de l'intervention clinique, donc ces gens-là, ils doivent nécessairement être pris en charge au niveau de l'hôpital. Et donc, dans la prise en charge, on recommande d'utiliser, d'abord, de supprimer les différentes sources d'exposition au plomb, mais également d'administrer des médicaments qui vont complexer le plomb. Et là, j'ai parlé, par exemple, du succimère, qui est l'acide dimercaptosuccinique, mais qui est très cher, en fait. Et donc, pour la population congolaise, les Quinois qui sont intoxiqués par rapport à ce que nous avions vu dans notre étude, mais c'est un réel problème, puisque dire à un monsieur que vous êtes intoxiqué et allez vous faire traiter en utilisant les succimères qui coûtent environ 100 €, ben, c'est compliqué suite au niveau de vie de notre population. Donc, voilà pourquoi j'ai Vraiment, recommandé. merci beaucoup. Voilà. Merci, Vous professeur. recommandez? Vous Ben, recommandez? voilà pourquoi j'ai recommandé qu'il faut nécessairement mettre en place des médicaments, des phytomédicaments qui peuvent faciliter la prise en charge de notre population. Ok, merci beaucoup, c'était Maïbi. Il y a une dernière question. Je vis les gens qui avaient levé la main ont baissé, donc on va prendre une dernière question. Avez-vous essayé de comparer, je crois que c'est à Madame Lamine Mona, avez-vous déjà essayé de comparer la libération de l'isoniazide dans la cyclodextrine seule contre sa libération dans la cyclodextrine contenue dans les liposomes? Si oui, pouvez-vous nous faire part de ces résultats? Madame Lamine Mona, vous êtes là? On ne Oui, je vous suis là, écoute pas. professeur. Bonsoir, je Oui, suis là. Oui, je suis vous là. avez Merci pour cette question. Je voulais même répondre, mais c'est juste que j'ai perdu au fait quelques messages pas de suite à un problème. souci de connexion. Alors, par rapport à cette préoccupation, déjà dans notre étude, on n'a pas eu à penser à comparer cette libération-là. Vraiment, c'est une très bonne idée. On pourra penser à voir ça dans les études à venir. Donc, on n'a pas comparé la libération dans la cyclodextrine, d'abord celle au niveau de la complexation, et comparé avec la libération déjà dans la capsulation dans les liposomes. Merci pour cette idée, au fait. Merci, C'est ce que je merci. peux dire. Merci, Madame Lamine. Apparemment, vous avez une autre question de la part du Oui, et pharmacien puis, il y a une Modeste. autre question. Ok. On utilise, je peux lire pour vous, ou bien vous en avez déjà. Vous pouvez lire parce que je l'ai perdu, au fait. Je ne retrouve plus. On utilise 3 à 4 molécules dans les traitements de la tuberculose.
et chacune de ces molécules a ses propriétés physico-chimiques. Comment pourriez-vous arriver à faire une encapsulation regroupant toutes ces 4 molécules? Surtout que l'étude s'est portée seulement, votre étude ici, s'est portée seulement sur l'isoniazide. Comment arriver à contrôler la vitesse de libération de ces molécules au niveau du foyer infectué? Excellente question. Merci. Madame Lamine. OK, merci. Merci pour cette question. J'ai répondu à cette question, mais la réponse, elle est très longue. Merci en tout cas pour cette question très intéressante. Je dois rappeler que dans notre étude, l'intérêt, ce n'est pas de pouvoir encapsuler 3 ou 4 molécules. Ce n'est pas notre objectif. J'ai rappelé même que ça fait partie en fait, des difficultés que présentent, des difficultés ou des faiblesses de la thérapie actuelle qu'on cherche en fait, à améliorer. On ne veut pas exposer le malade à 3, 4 molécules et c'est d'ailleurs tout ça là ce qui expose à des développements des résistances et à des effets indésirables. Parce que je rappelle que dans ces cas, chaque molécule présente ses effets indésirables, comme vous avez dit également, ses caractéristiques physico-chimiques. Alors, dans notre étude, on s'est basé d'abord sur une seule molécule qui est déjà utilisée, qui s'avère également efficace. Et dans l'avenir, on va prolonger dans d'autres études pharmacologiques pour pouvoir comparer au fait l'efficacité de notre formulation comparée à la thérapie qui existe déjà sur les marchés. Mais sinon, si je dois revenir clairement à votre question, c'est possible. C'est possible de pouvoir encapsuler dans un même véhicule, les liposomes, de pouvoir encapsuler 2 ou 3 molécules thérapeutiques. Parce que j'ai déjà y amené ces études. J'ai pu encapsuler 3 antituberculés. Et là, j'avais travaillé avec l'isoniazide, la rifampicine et la pyrazinamide. Bien sûr qu'il y a un effet de compétition. Chaque molécule a ses caractéristiques. Comme j'ai présenté, les liposomes à, je dirais, 2 parties. Il y a une partie qui est plus hydrophile, donc qui encapsule les molécules qui sont plus hydrophiles, c'est-à-dire des molécules qui sont plus facilement solubles dans l'eau. Et il y a une partie qui encapsule les molécules qui sont plus solubles dans les huiles, dans les produits huileux, dans la membrane. Alors, comme chaque molécule présente ses caractéristiques, il y a des molécules qui sont hydrophiles, qui auront plus de tropisme ou plus d'affinité avec la partie hydrophile des liposomes, qui seront plus au niveau du centre. Et il y a d'autres molécules qui sont moins solubles dans l'eau, c'est-à-dire plus solubles dans la partie huileuse, qui seront prises en charge par la membrane des liposomes. Et il y a des molécules qui sont, je dirais, amphiphiles, un peu solubles dans l'eau, un peu aussi dans la partie huileuse, qui restent au niveau, je dirais, au niveau de la limite de membrane, par rapport à l'étude que j'ai eu à faire avec les 3 antituberculés. Donc, c'est possible, tout en exploitant les propriétés physico-chimiques de chaque molécule. Bien sûr qu'il y a une compétition parce que déjà, vu cet espace-là, la capacité d'encapsulation, donc chaque molécule cherchera à trouver sa place. Donc, c'est un peu cette compétition-là qui entre en jeu. Mais sinon, c'est possible parce qu'on a y encapsulé cela et on a fait les études de libération. On a pu quand même libérer également les 3 molécules selon les différents pH qui ont été mis en jeu. Donc, c'est possible. Mais dans notre Merci beaucoup, étude, Madame ce n'est Lamine. pas ça l'objectif. Merci beaucoup, Madame Lamine. Nous prenons une OK. dernière question de la part de l'étudiant Sedoum Poutou qui demande, je crois, à Dr Emmanuel Mutonkole, quelle est la cause de l'hernie inguinale et quelles sont les mesures préventives? Docteur Emmanuel Mutonkole, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. OK. Voilà, donc euh, la cause, ou soit les différentes causes des hernies, voilà, donc des hernies inguinales. Euh, Premièrement, les hernies sont causées par plusieurs. Donc, on a des causes congénitales et les causes acquises. Mais les hernies inguinales chez l'adulte sont de plus souvent acquises. Donc, elle peut être conséquence, ou soit la conséquence des efforts répétés du port des charges, donc les gens qui transportent des charges, d'un surpoids ou d'une obésité, d'une toux chronique par exemple. Donc, donc, l'effet qu'on exerce une pression sur l'abdomen, et voilà, donc il y a une anatomie, ça ouvre en fait ce qu'on appelle peut-être le canal inguinal. Et voilà, donc les viscères peuvent passer par les diverticules dont je vous avais parlé dans l'exposé.
Donc, c'est un peu ça. Il y a en tout cas beaucoup de choses. Et par rapport aux mesures préventives, bon, ça dépend en fait. Il faut juste éviter soit de prendre beaucoup de charges, surtout les obèses aussi, les surpoids. Donc, euh, prendre en charge d'une toux chronique, voilà, c'est un peu ça. En tout cas, par rapport à la prévention, il faut éviter les facteurs causaux ou les facteurs de risque. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Mutonkole. Malheureusement, on doit s'arrêter. Et là, pour clôturer ce webinaire, je vais inviter la présidente, Madame la présidente de l'Académie des sciences pour le jeune en RDC, ASCJ-RDC, de, euh, de dire un mot à l'occasion de ce webinaire de clôture de l'année. Madame la présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ah, prof. j'ai pas dit, c'est professeur Tania Bichola. Merci. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup à vous. Merci, prof Christian, pour la modération. Merci à tous nos orateurs du jour. En tout cas, j'ai été éblouie. Je manque le mot. En tout cas, merci pour vos présentations, vraiment très excellentes. On voit vraiment que l'avenir vraiment de la science au Congo, elle est vraiment, l'avenir est assuré en tout cas. Je tiens à remercier aussi les participants qui ont été avec nous durant toute cette année. En tout cas, depuis, on a commencé nos webinaires en mai et ce mois, c'est le dernier webinaire de l'année. Et nous avons voulu honorer les jeunes scientifiques et vraiment cette initiative, je pense on va continuer à le faire. On va continuer vraiment à creuser les cerveaux congolais. Nous sommes nombreux et ça fait vraiment, ça fait de la joie à voir vraiment nous tous ici réunis. Et vraiment, je vous rappelle que la vision de l'ASJ, l'Académie de sciences pour le jeune, repose sur la promotion de la science et l'émergence des jeunes scientifiques congolais. Alors, je lance un appel de soutien pour notre académie. Si vous souhaitez vraiment que de plus en plus les jeunes Congolais s'orientent vers la science comme carrière et qui prennent les scientifiques pour modèle plutôt que seulement les politiciens, les musiciens. Alors vraiment soutenez notre académie. Et si vous aspirez à voir la RDC adopter véritablement la science comme un outil de résolution de problèmes, et que le Congolais accorde enfin confiance et respect aux scientifiques en tant qu'acteurs du développement, alors, je vous dis que notre académie a besoin de votre soutien. Si vous êtes un mécène, si vous collaborez avec des organisations philanthropiques, avec des fondations, ou vous connaissez de personnes qui peuvent sponsoriser nos activités. Et vraiment, nous vous encourageons vraiment à les faire. Et même si votre contribution va se limiter à aimer, partager nos posts, à suivre nos différentes chaînes. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur YouTube. En tout cas, nous vous invitons à vous mobiliser, à sensibiliser davantage et vraiment, nous vous invitons à soutenir notre académie. Et je vous souhaite aussi vraiment de meilleurs vœux pour la fin de cette année, la nouvelle année. Et je crois qu'on va se retrouver encore l'année prochaine avec beaucoup de force, d'énergie. Continuons vraiment à promouvoir la science. Merci beaucoup à tous. Et n'oublions pas la photo, hein. Prof Christian. Oui, je crois que c'est déjà pris, hein. On m'a dit que le prof JP Mufusama, je ne sais pas s'il est là, Ah, il a pris s'il la a photo. déjà. Mais vous avez demandé aux gens de mettre la vidéo? Prof Mufusama, on peut demander aux gens de mettre la vidéo. S'il vous plaît, on fait une Il a photo dit c'est pas souvenir là pour les réseaux aussi. Si ça ne vous Je dérange n'ai pas pas pris de d'activer votre photos. caméra. Il Je n'a n'ai pas. pas pris de photos, mais les autres peuvent le faire. Prof Tania, OK. moi j'utilise mon téléphone, ce sera difficile de prendre les photos avec tout le monde. OK. Vos caméras sont activées. OK. 1, 2, 3. Sourire. Ah, 1, 2, 3. Sorry. OK. J'espère que j'ai pris tout le monde. 1, 2, 3. Another one. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye.